Tu te souviens comment la rencontre de Zelensky avec Trump s'est passée dans le bureau ovale? C'était un désastre. De plus, Donald Trump a dit à Zelensky qu'il n'avait aucune carte en main et que Zelensky jouait avec la Troisième Guerre mondiale. C'est drôle venant d'un gars qui a fait faillite un casino et qui pense maintenant jouer aux échecs en 5D avec la géopolitique mondiale. Cependant, à part les marmonnements incohérents d'un vieux monsieur orange et grincheux, Donald Trump a parlé de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Lors de la réunion, il a évoqué ses efforts pour tenter de mettre fin à l'invasion russe en Ukraine, affirmant être au cœur de la situation. Citation : « Je suis pour l'Ukraine et pour la Russie. Je veux que ce soit résolu. » En effet, il est crucial d'être impartial lors d'un dialogue de paix entre deux parties en guerre. Mais Trump est-il vraiment au milieu ? Vraiment ? Vous savez, Trump dit qu'il va régler l'Ukraine et la Russie à pile ou face, mais oups, il y a la tête de Poutine des deux côtés de la pièce. Sa neutralité a de nouveau été mise en danger. La rumeur selon laquelle Donald Trump était un espion soviétique utilisant le pseudonyme Agent Krasnov ou Agent Orange circule sur Internet depuis février, suite à l'affirmation d'un ancien agent du KGB sur Facebook selon laquelle Trump aurait été recruté par eux en 1987. Dans cette vidéo, plongeons plus en profondeur et découvrons qui est vraiment l'agent Orange. Que se passe-t-il ? J'exige des explications. On dirait une histoire tout droit sortie d'un thriller de la guerre froide, un président américain riche impliqué dans des liens secrets avec un ennemi étranger. Depuis des années, des rumeurs et des accusations circulent à Washington et ailleurs, laissant planer le doute sur l'influence de la Russie sur Donald J. Trump. Des liens d'affaires douteux dans les années 90 à la fameuse réunion de la Trump Tower en passant par l'ombre persistante de l'enquête de Mueller. La question demeure. Trump a-t-il privilégié les intérêts russes au détriment de son propre pays alors qu'il occupait la plus haute fonction ? Voici comment l'histoire se déroule. Le magnate de l'immobilier était en Russie, explorant des emplacements pour un éventuel gratte-ciel. Vous savez, comme un mardi ordinaire. Yuri Dubinin, qui était l'ambassadeur soviétique à l'époque, avait suggéré ce concept à Trump lors d'un déjeuner à New York. Fin 1986 ou début 1987, à cause de l'ambassadeur, Trump a écrit dans son livre de 1987 « L'art de la négociation est cité. Je parle de construire un grand hôtel de luxe en face du Kremlin. En partenariat avec le gouvernement soviétique, ils m'ont demandé d'aller à Moscou en juillet. » Fin de citation. Rien de suspect, n'est-ce pas ? Quand les soviétiques vous invitent, ils sont des plus sincères, n'est-ce pas ? L'intérêt des services de renseignement du bloc de l'Est pour Donald Trump aurait pu débuter en 1977, lorsqu'il a épousé Ivana Selnikova, une citoyenne tchécoslovaque. Les services de renseignement tchèques, et possiblement le KGB, ont commencé à surveiller le couple, interceptant les lettres d'Ivana et recueillant des informations par l'intermédiaire de son père, qui collaborait avec les agents tchèques. Ces informations ont probablement été partagées avec Moscou durant les réformes de Mikhail Gorbatchev. Donald Trump a attiré davantage l'attention au milieu des années 80, lorsque l'Union soviétique cherchait à comprendre et à influencer les élites occidentales. La notoriété de Donald Trump comme magnate immobilier faisait de lui une cible attrayante. L'ambassadeur soviétique Yuri Dubinin aurait organisé une tentative de rapprochement avec Donald Trump, en organisant une rencontre à la Trump Tower et en l'invitant ensuite à Moscou. Le voyage de Donald Trump en 1987, qui comprenait un séjour dans un hôtel contrôlé par le KGB, était typique des opérations de recrutement soviétiques. Une hospitalité somptueuse combinée à la surveillance du KGB. L'agence de voyage soviétique, inconnue des touristes, mais en réalité une façade du KGB, a facilité la visite malgré l'enthousiasme apparent des soviétiques. Aucun accord ne s'est concrétisé, mais Trump est revenu avec une ambition politique accrue. Selon l'ancien agent du direction principale des renseignements Viktor Suvorov, de tels efforts visent une influence à long terme, les visiteurs pouvant potentiellement devenir des atouts. Des années plus tard, donc Krasnov, Trump a quitté Moscou les mains vides, mais avec la conviction qu'il voulait devenir président des États-Unis. Dans les années 90, les entreprises de Donald Trump ont rencontré de sérieuses difficultés financières. En 1990, l'organisation Trump était lourdement endettée. 3,4 milliards pour être exact, mettant Donald Trump personnellement responsable de plus de 800 millions de dollars. Ces casinos et hôtels perdaient de l'argent. Comment peut-on être propriétaire d'un casino et perdre de l'argent ? La maison gagne toujours, sauf si vous êtes l'agent Krasnov, auquel cas vous ferez même faillite un casino. Trump a fini par faire défaut sur sa compagnie aérienne, Trump Shuttle, en 1992.
bien qu'il ait tenté un retour en 1995 en introduisant en bourse Trump Hotel, Casino et Resort. Il n'a levé que 140 millions de dollars au lieu des 4 milliards de dollars qu'il espérait. Cette année-là, il a subi une perte stupéfiante de 916 millions de dollars. Ces difficultés financières ont continué jusqu'à la fin des années 90 et il s'est souvent appuyé sur son père, Fred Trump, pour obtenir de l'aide, utilisant des méthodes fiscales douteuses pour dissimuler ce soutien. Après le décès de Fred en 1999, Trump a perdu ce filet de sécurité et ses entreprises ont déposé le bilan. En 2004, puis à nouveau en 2009. À ce stade, les entreprises de Trump ont fait faillite tellement de fois que même le Monopoly ne le laisse plus passer par la case départ. Je veux dire qu'on parle d'un gars qui a hérité de beaucoup d'argent de son père, et il y a eu des recherches, des statistiques. S'il avait simplement placé tout cet argent dans le S et P500 sans jamais faire de business, il serait beaucoup plus riche aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est perdre de l'argent. Il est vraiment l'un des pires hommes d'affaires qui existent. Cette ville mérite une meilleure catégorie. Les experts insistent en empire financier et les banques se sont éloignées de Donald Trump à cause de son passé financier instable, lui donnant même le surnom « le risque Donald ». Néanmoins, entre 1998 et 2012, Donald Trump a lancé 15 projets immobiliers dont beaucoup ont été financés par de riches Russes cherchant des endroits sûrs pour investir leur argent. Après la crise financière de la Russie, en 1998, l'organisation Trump est devenue un partenaire populaire en raison de son attrait pour le luxe et d'un manque de surveillance stricte. Un soutien important est venu du groupe BuyRock, fondé par un ancien responsable soviétique. Et la Deutsche Bank, qui était l'une des rares banques prêtes à prêter à Trump malgré une amende pour mauvaise gestion de fonds russes. Trump nie toute influence russe. Tellement fort qu'on croirait que ces chèques d'oligarques étaient écrits à l'encre invisible. De nombreux acheteurs russes s'intéressaient aux propriétés de Trump, surtout en Floride, où des communautés surnommées Little Moscow ont commencé à conclure des affaires notables, comme le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev. L'achat d'un manoir de Trump pour 95 millions de dollars a suscité des soupçons sur d'éventuels projets de blanchiment d'argent comme ceux de Trump. A reçu un soutien important de la part de personnes liées à l'ex-Union soviétique, dont certaines étaient impliquées dans la corruption. Mettre en lumière la forte dépendance de Trump à l'égard des intérêts russes pour le financement, jusqu'à présent, rien d'anormal. Qui ne reçoit pas des liasses d'argent des oligarques russes, Ils ont évidemment investi dans Trump parce que c'est un génie et pour aucune autre raison, n'est-ce pas ? J'ai osé affirmer que si je recevais 10 millions maintenant et que je devais ouvrir mon propre casino, je le gérerais avec des bénéfices. J'affirme cela maintenant, mais qu'en est-il des élections ? Le soi-disant rapport Mueller est le document officiel détaillant les résultats et les conclusions de l'enquête menée par l'ancien procureur spécial Robert Mueller sur la tentative d'ingérence de la Russie aux États-Unis. L'élection présidentielle de 2016. L'enquête s'est concentrée sur les accusations de complot, de collaboration entre la campagne de Donald Trump et la Russie, ainsi que sur les allégations d'entrave à la justice. Le document de 448 pages conclut que, bien qu'il n'y ait pas eu suffisamment de preuves pour inculper Donald Trump ou sa campagne de complot criminel en lien avec l'ingérence russe dans l'élection, la campagne s'attendait à bénéficier des fuites russes, en particulier de celles diffusées par Wikileaks visant Hillary Clinton. Cependant, le rapport présente des preuves substantielles d'une possible entrave à la justice. Il en détaille les éléments. 10 cas où Trump a tenté d'entraver l'enquête, comme essayer de limoger le procureur spécial Robert Mueller et d'influencer des témoins comme le conseiller juridique de la Maison-Blanche, Don McGahn. Don McGahn a refusé l'ordre de Trump de faire limoger Mueller et était prêt à démissionner plutôt que d'obéir. Un schéma repris par d'autres dans l'entourage de Trump, qui ont refusé d'exécuter des ordres potentiellement illégaux. Dire que Trump n'a pas interféré dans l'enquête de Mueller, c'est comme un enfant qui crie. Je n'ai pas mangé les biscuits, alors qu'il a des miettes partout sur le visage et les mains encore dans le bocal. Le rapport note également que Trump a modifié une déclaration trompeuse concernant la réunion de la Trump Tower en 2016, impliquant des Russes et son équipe de campagne. Et il a exhorté des responsables comme Jeff Sessions et Corey Lewandowski à affirmer publiquement son innocence. L'équipe de Mueller a décidé d'inculper des collaborateurs de Trump au-delà de ceux déjà mis en examen, en soulignant que les tentatives d'obstruction ont été en grande partie infructueuses parce que le personnel a refusé d'agir.
Mueller n'a pas inculpé Trump, non pas pour son innocence, mais parce que son équipe considérait ses ordres comme une simple discussion. Suggestion vue, ignorée et jamais suivie d'effet. Cependant, l'enquête a entraîné d'importantes conséquences juridiques pour de nombreuses personnes et entités. L'enquête a abouti à 34 inculpations, dont 3 entreprises russes, et 7 plaidoyers de culpabilité, avec 5 personnes condamnées à des peines de prison. Parmi les personnalités les plus en vue figurait Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Trump, qui a été reconnu coupable de crimes financiers liés à son travail de lobbying en Ukraine. Il a été condamné à plus de 7 ans de prison après avoir plaidé coupable de complot et de subornation de témoins. Son associé Rick Gates a également plaidé coupable de complot et de mensonge au procureur, coopérant avec l'enquête pour réduire sa peine. Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, a admis avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec l'ambassadeur russe et sur un lobbying non déclaré pour la Turquie. Il a admis que ses actions ont influencé l'enquête du FBI sur la Russie. Roger Stone, un allié de longue date de Trump, a été condamné pour 7 chefs d'accusation, dont avoir menti au Congrès et subornation de témoins. Cela découlait de ses communications au sujet de Wikileaks et de son rôle dans la publication des courriels démocrates piratés. Comme vous pouvez le voir, mentir et conspirer est une nécessité dans le cercle de Trump. Et bien sûr, Trump a gracié ces messieurs et des dizaines d'autres, car où pourrait-il trouver autant de menteurs dévoués ? Bien que Trump n'ait pas été arrêté pour une prétendue collusion russe lors de ses 100 premiers jours de présidence, il a tout fait pour détruire l'alliance des États-Unis avec l'Europe. Pendant sa présidence, Trump a critiqué à plusieurs reprises l'OTAN, la considérant comme un fardeau injuste pour les États-Unis en raison des faibles dépenses de défense des autres membres. Lors de son second mandat, Trump n'a pas ouvertement menacé de quitter l'OTAN, mais il en a considérablement sapé la crédibilité. En particulier l'article 5, le principe selon lequel une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Ces propos, notamment le fait de semer le doute sur la volonté des États-Unis de défendre l'Europe et de suggérer à la Russie d'attaquer les membres de l'OTAN qui ne respectent pas leurs engagements, ont amené les alliés à s'interroger sur l'engagement de l'Amérique. Donald Trump a traité l'article 5 de l'OTAN comme un abonnement à une salle de sport. Tu profites des avantages sans vouloir assumer les responsabilités. Tu souhaites abandonner ? Je veux résilier mon abonnement à la salle de sport. Les actions de Donald Trump, comme se rapprocher de la Russie, imposer des tarifs douaniers aux alliés et humilier les dirigeants européens, ont renforcé les craintes en Europe que l'OTAN ne soit plus fiable. Des dirigeants européens comme Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont souligné la nécessité d'une autonomie stratégique, reconnaissant qu'à l'avenir, l'Europe pourrait devoir se défendre sans l'aide des États-Unis. Les discussions sur une dissuasion nucléaire européenne, impliquant notamment l'arsenal français, ont pris de l'ampleur. Malgré les critiques de Trump, les dépenses de défense de l'OTAN ont augmenté, avec 23 des 32 membres atteignant désormais l'objectif de 2% du produit intérieur brut. D'ailleurs, l'Estonie se rapproche de 5% l'année prochaine, en tête des dépenses de défense de l'OTAN en pourcentage. Trump s'en attribue le mérite, mais les experts suggèrent que l'agression de Vladimir Poutine est le véritable catalyseur. C'est comme si Trump prétendait avoir instauré la paix mondiale en une journée. Mais sa seule action a été de tweeter à Vladimir « Arrête », tout en jouant au golf. Pendant ce temps, l'affaiblissement de l'engagement des États-Unis sous Trump a des répercussions mondiales. Si les alliés doutent de l'article 5, des adversaires comme la Russie pourraient tester la détermination de l'OTAN par une attaque dans la zone grise, comme du sabotage ou une cyberattaque. Certains responsables politiques européens y voient cependant un aspect positif, y voyant une opportunité pour l'Europe de mieux contrôler sa défense. Cependant, s'éloigner du leadership américain représente un changement majeur après 80 ans de dépendance, ce qui soulève des questions difficiles sur la sécurité future de l'Europe et son leadership stratégique. Donald Trump considère l'OTAN comme une discussion de groupe qu'il peut quitter s'il n'apprécie pas la conversation pour en démarrer une nouvelle avec la Russie. Très bien. Je vais construire mon propre module lunaire avec du blackjack et des prostituées. Donald Trump est fier de sa nature imprévisible et de son style transactionnel. Bien que ces méthodes puissent être efficaces dans l'immobilier, elles pourraient en s'avérer préjudiciables dans les relations internationales, mettant en péril les partenariats durables que les États-Unis ont établis avec des pays comme le Japon, l'Allemagne, l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne.
Le conflit tarifaire et le langage agressif de l'administration Trump ont diminué la confiance parmi les alliés, poussant des dirigeants comme Mark Carney du Canada et Friedrich Merz d'Allemagne à plaider pour une plus grande autonomie vis-à-vis des États-Unis. Bien que les pays touchés par les tarifs puissent conclure des accords pour atténuer les dommages économiques, ils sont susceptibles de mettre en œuvre des changements de politique à long terme visant à réduire leur dépendance envers les États-Unis. Les coûts géopolitiques incluent une possible diminution des ventes d'armes américaines, alors que les pays européens envisagent d'acheter des armes européennes. En raison des menaces de Trump et des dommages causés aux relations avec des alliés clés comme le Japon et la Corée du Sud, qui considèrent désormais les tarifs américains comme une crise, le comportement imprévisible de Trump menace la confiance qui sous-tend les alliances américaines, au profit de rivaux comme la Chine. Rétablir la confiance perdue durant la présidence de Trump sera un défi colossal, même après son départ de la Maison-Blanche. La rhétorique de Trump sur l'expansion territoriale indique un changement potentiel dans la politique étrangère américaine. Bien que Trump ne cherche peut-être pas à mener des conquêtes militaires, ses propos sur le Groenland, le Panama et le Canada soulèvent encore des inquiétudes quant à un possible retour des ambitions impérialistes. Ce n'est pas à vendre et ça ne le sera jamais. Mais il ne faut jamais dire jamais. Les appels de Trump à étendre le territoire américain et son ouverture à l'utilisation de pressions économiques ou militaires menacent Trump de saper un principe clé de l'ordre international d'après la Seconde Guerre mondiale. L'interdiction de l'acquisition territoriale par la coercition ou la force. Historiquement, l'expansion territoriale était répandue, les pays s'emparant souvent de terres de voisins plus faibles. Les États-Unis eux-mêmes ont eu une histoire d'expansion territoriale agressive au XIXe siècle. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle crucial dans l'établissement d'un ordre mondial axé sur la paix, la prospérité et la protection de la souveraineté. Cet ordre a découragé l'expansion territoriale agressive et a promu le respect des frontières nationales, contribuant à une diminution des guerres entre États ainsi qu'à l'épanouissement de la démocratie et du commerce. La rhétorique d'annexion de Trump est tellement audacieuse qu'il appellerait le Groenland la station de glace de Trump. La rhétorique expansionniste de Trump s'aligne sur les actions de puissances révisionnistes comme la Russie et la Chine, qui ont mis à l'épreuve les limites de cette norme d'après-guerre. La proposition de Trump de reprendre le canal de Panama ou de revendiquer le Groenland pour la sécurité nationale reflète une volonté d'utiliser la force ou la coercition pour des gains géopolitiques. Saines. Cette rhétorique nuit non seulement aux relations diplomatiques, mais risque aussi de légitimer l'agression territoriale à l'échelle mondiale. Si les États-Unis abandonnent leur engagement envers la non-agression, cela pourrait déstabiliser les relations internationales et encourager d'autres puissances à adopter des politiques expansionnistes similaires. Un monde où la conquête devient acceptable conduirait probablement à une augmentation des conflits et des souffrances humaines, sapant la stabilité mondiale qui a soutenu des décennies de progrès. Les conséquences d'un tel changement pourraient également être préjudiciables aux intérêts des États-Unis. Si les plans d'annexion de Trump aboutissent, Poutine et Xi pourraient en commencer à donner des cours de paix au lieu de mener des invasions. Si tout cela vous inquiète, jetez un œil aux coupes dans le renseignement américain. Selon un rapport du Washington Post, l'administration de Donald Trump prévoit des réductions substantielles de personnel à la CIA et dans d'autres agences de renseignement américaines clés. La CIA a l'intention de supprimer 1200 postes, en plus de milliers d'autres dans différents secteurs de la communauté du renseignement américaine selon le journal. Depuis son entrée en fonction en janvier, Trump et son partenaire milliardaire Elon Musk ont lancé une initiative de réduction des coûts qui a fortement impacté et visé à démanteler diverses agences, entraînant le départ de plus de 200 000 employés fédéraux. Eh bien, qui a besoin de la CIA de toute façon, quand il a Make America Great Again, l'agent de Moscou qui gouverne l'Amérique, Make America Great Again. Trump a également nommé Tulsi Gabbard au poste de directrice du renseignement national. Gabbard, une ancienne députée démocrate d'Hawaï qui a rejoint le Parti républicain, a fait l'objet de critiques pour ses opinions, notamment concernant la politique étrangère des États-Unis et ses positions sur les conflits en Syrie et en Ukraine. Son voyage controversé en Syrie en 2017 a conduit à des accusations selon lesquelles elle s'alignait sur les perspectives russes. Gabbard s'est exprimée ouvertement sur son scepticisme concernant l'intervention des États-Unis et elle a reçu le soutien de Trump pour son engagement envers les droits constitutionnels et une approche de défense forte.
Le fait que Trump choisisse Tulsi Gabbard pour diriger le renseignement national, c'est comme donner les clés de la salle de panique à quelqu'un qui pense que les cambrioleurs ont de bons arguments. Les liens de Donald Trump avec les intérêts russes sont complexes et controversés. Tout au long de sa carrière, il a entretenu des relations intrigantes et suscité de sérieuses questions à leur sujet. Ses discussions sur des projets de construction à Moscou et ses liens financiers avec des investisseurs russes soulèvent des doutes, surtout avec l'attention récente portée aux efforts russes pour influencer les élections américaines. Bien qu'il affirme pouvoir rester neutre dans la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup se demandent s'il peut vraiment rester impartial compte tenu de son passé. Son implication passée avec la Russie, marquée par des accords commerciaux et des difficultés financières, suggère que ses intérêts personnels pourraient l'emporter sur sa capacité à agir dans l'intérêt du pays. Les liens entre Trump et la Russie mettent en évidence les difficultés à équilibrer les intérêts en personnel et nationaux. Lorsque nous examinons son passé, la véritable question demeure. Quelqu'un avec une histoire aussi compliquée peut-il vraiment jouer un rôle de médiateur efficace dans les relations internationales ? Ma réponse pour vous est un non catégorique, le temps nous l'a déjà montré. Trump lui-même nous montre qu'il ne comprend rien aux affaires, rien aux relations géopolitiques, et qu'il ne valorise pas les alliés que les États-Unis ont construits au cours du dernier, disons, siècle. Il est en train de les démolir, mes amis. Voilà mon analyse approfondie sur agent Orange ou agent Krasnov, alias Donald Trump. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, et au revoir.